Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière capsule du Tour des Stations Ultimate. On a parlé de plusieurs thèmes jusqu'à maintenant, comme l'entraînement, la position sur le vélo, le matériel. Et aujourd'hui, on va aborder un thème tout aussi important qui est celui de la nutrition avec Didier Marietto. Didier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors déjà, bonjour à tous nos auditeurs. Donc mon nom est Didier Marietto, en fait je viens de la région de Sion, je suis nutritionniste depuis 1999. J'ai été formé à Boston en biochimie, j'ai suivi une formation spécifique puisque la nutrition ce n'est pas que des calories mais aussi et d'abord des molécules, ce dont on a tendance à oublier aujourd'hui. Donc ça m'a donné un plus. J'ai aussi fait des formations en Belgique sur le plan hormonal aussi, puisque quand on parle de nutrition, on va forcément impacter un système hormonal qui, selon la distance, selon l'intensité, va forcément être différent au niveau des besoins sur le système hormonal. Et puis donc j'ai une clinique de santé, de nutrition et de sport à Sion, où je consulte avec mon amie pharmacienne aussi bien les sportifs que monsieur et madame tout le monde pour les raisons de santé en fait. Voilà. Très bien, moi je suis très content de t'avoir sur le plateau parce que comme participant au Tour des Stations Ultimate 1000, j'ai beaucoup de questions sur la nutrition. Je pense que c'est quelque chose où j'ai encore beaucoup à apprendre parce que en fait, ce Tour des Stations Ultimate 1000 auquel je me suis inscrit, c'est un peu l'événement de tous les superlatifs. C'est 1000 km. C'est 26 000 mètres de dénivellation. Je crois qu'il y a 25 cols répertoriés. Suivant le niveau des participants qui participent au 555 ou au 1000, on parle d'un effort qui va durer entre 2 et 5 jours. Et ça veut dire qu'il faut être capable d'ingérer des aliments, il faut maintenir un niveau d'énergie. On a aussi un aspect de récupération. Pendant l'événement, il faudra récupérer. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais m'arrêter quand même plusieurs heures par jour pour récupérer. Donc, il faut optimiser tout ça. Et puis, même si les bases de vie nous permettront de retrouver notre nutrition favorite, qu'on pourra envoyer à l'avance, donc nos barres, nos gels et tout ça à intervalles réguliers, on va être amené à devoir se débrouiller en route de temps en temps pour retrouver des aliments et des boissons. Donc voilà, je pense que tous les participants ont beaucoup de questions sur la nutrition et commençons peut-être par le commencement. On va griller beaucoup d'énergie, de calories, de molécules pendant cet événement, mais pour pouvoir le faire, il faut déjà arriver avec les réservoirs pleins au départ. Comment est-ce qu'on fait pour arriver dans les meilleures conditions possibles du point de vue de la nutrition au départ du Tour des Stations Ultimate? Alors Alain, comme tu sais, tout est une question de planification, de timing et de personnalisation. Donc là, de nouveau, on ne fait plus la diététique uniquement basée sur les calories et valeurs nutritionnelles, mais on fait de la nutrition. C'est-à-dire qu'on va tenir compte aussi de la capacité d'assimilation et de tolérance des aliments pour effectivement le sportif. C'est très important. De façon à ce qu'il soit prêt vraiment le jour J, pour arriver, notamment la préparation, c'est-à-dire le mois qui précède, surtout la semaine, où on va travailler sur plusieurs facteurs, dont le premier c'est l'équilibre acido-basique que tout le monde connaît, suffisamment de végétaux qui sont basifiants, limitation des protéines aussi, consommation de bonnes graisses mais pas cuites, non cuites, ça c'est très important, les premières huiles, première pression à froid, telles que l'huile d'olive, de lin, etc., qui sont en plus anti-inflammatoires, une supplémentation en minéraux basifiants, tels que des compléments de calcium, magnésium, potassium, etc., très important. Et puis on a la supplémentation en acides aminés branchés, qui est peut-être un peu moins connue, pour épargner le glycogène musculaire à l'effort. Okay. Parce qu'on n'utilise pas que des glucides à l'effort, bien que plus on va dans une fréquence cardiaque élevée, avec une VO2 max importante, plus là on bouffe du sucre. Mais il faut aussi des protéines qui puissent prendre leur lait, au même titre que les graisses, bien entendu. Et puis le sommeil aussi est très important, sommeil de qualité, minimum 7 à 8 heures, mais ça dépend, chacun est différent vis-à-vis du sommeil. Et puis il y a surtout l'équilibre, le bon équilibre entre l'entraînement et la récupération. Voilà, ça c'est les principaux facteurs pour éviter une acidification exacerbée des tissus musculaires. Voilà, donc ça c'est l'objectif numéro 1, arriver au départ sans être trop acidifié, exact, en étant vraiment
bien reposé. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est qu'on va vouloir tester en fait toutes les stratégies qu'on aura pendant l'événement. Il ne faut pas arriver avec un plan au départ qu'on n'a jamais testé, en fait. qu'on n'a jamais Ouais, testé, évidemment. expérimenté, il faut le faire avant, bien sûr. Et si on enchaîne maintenant sur le pendant, justement, par rapport à ces plans, personnellement, comme participant, je vois un gros challenge qui est comment est-ce que je vais pendant les 4 jours, si tout va bien, que va durer mon challenge, comment est-ce que je vais faire pour absorber suffisamment d'aliments pour alimenter le moteur, éviter les coups de fatigue, les coups de barre, etc. Parce que c'est un peu mon expérience durant mon entraînement. Et puis aussi le répéter jour après jour, parce que ce n'est pas qu'on va pouvoir récupérer complètement et puis recommencer le jour d'après. Certains vont essayer même de le faire sans dormir ou presque. Personnellement, je vais probablement dormir plusieurs heures par jour quand même pour essayer de récupérer, mais le laps de temps sera réduit. Donc commençons peut-être par cette question simple que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que je fais pour absorber suffisamment de calories, d'aliments pour alimenter le moteur durant ces longs efforts. Alors déjà, donc, ça se prépare avant, il faut déjà conditionner le système hormonal, encore une fois, et c'est là qu'on se distingue encore une fois de la diététique pure et dure qui est basée sur les calories, c'est d'optimiser effectivement surtout les derniers repas avant la compétition, avant le départ, pour éviter ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, qui serait de nouveau suite à un stress, à une peur, où le sportif se dit « je vais faire un sport d'endurance très intense, je vais devoir consommer du sucre ». Oui, mais pas trop non plus. Donc il ne faut pas ingérer 3 plats de pâtes la veille ou le matin de l'événement. Voilà, puis ça dépend encore quel type de personne, puisque chacun est différent. On revient, nous, dans le domaine de la nutrition, c'est vraiment la capacité de tolérance au sucre, aux glucides, que le sportif va pouvoir effectivement savoir s'il peut en manger un peu plus ou un peu moins. Donc ça, c'est très important. Donc le but, c'est d'optimiser effectivement juste les derniers repas avant la compète, avant le départ, et puis après, il faut surtout assurer pendant. Voilà. Donc pendant, c'est simple, le but principal, c'est de maintenir la glycémie, le taux de sucre. Voilà. Parce que le glycogène musculaire, selon l'intensité, etc., selon aussi le dénivelé, le type d'activité physique, l'environnement, les conditions environnementales, le chaud, le froid, etc., l'altitude, on ne va pas consommer, on ne va pas oxyder de la même façon nos calories, surtout les sucres. Donc là, à partir de là, il faut vraiment essayer de se sucrer, entre guillemets, régulièrement. Et je dirais, il y a une petite astuce aussi pour savoir si c'est des personnes qui ont besoin de se sucrer plus rapidement que d'autres, parce que c'est le cas, certains ils tiennent 2 heures avant d'avoir besoin de se sucrer, alors que d'autres, après une demi-heure, on conseille déjà de le faire. Voilà. Personnellement, c'est mon cas. Moi, je sais qu'il faut que je commence à manger dans la première demi-heure. Exact. Sinon, je suis en retard et j'arrive plus à récupérer. Ça, c'est ton morphotype qui va nous l'indiquer. Quand nous, on a quelqu'un en consultation, on va aussi leur indiquer en fonction du morphotype. C'est-à-dire, plus ton taux de graisse est bas, corporel, plus ça signifie que tu as un système nerveux central qui est hyper performant. C'est-à-dire qu'il est composé de beaucoup d'adrénaline, cette hormone-là, qui donne la vigilance, l'action, mais elle brûle aussi énormément de glucose. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras pas tenir la distance si tu ne sucres pas dès le départ. D'accord. Voilà, ça, c'est très important. D'accord. Donc, alors ça, c'est bien d'entendre que je suis au moins hyper performant sur un domaine. Voilà. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de comprendre que chaque personne est différente. Certaines personnes vont s'alimenter complètement différemment. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut de nouveau tester. Il faut faire ses propres tests sur une autre course, sur un entraînement, sur plusieurs jours, pour apprendre comment fonctionne son corps et ce qu'il faut lui, c'est ce qu'on fait généralement, ce qu'il faut lui apporter. Donc le but aussi de tout sportif, indépendamment disons, de sa morphotype, savoir s'il a une bonne combustion ou une moins bonne combustion, c'est l'épargne glycogénique. Ce n'est pas le tout de remplir les réservoirs avant la course, mais il faut aussi les optimiser dans leur rendement. Et là, effectivement, on est obligé d'épargner les sucres, donc c'est-à-dire aussi bien dans le foie qui servent à maintenir la glycémie, le taux de sucre, que justement sur le plan musculaire. Et là, on va devoir effectivement les chercher dans les acides gras, dans les graisses. Et cette capacité d'aller chercher dans les graisses, de nouveau, alors c'est vrai que c'est lié à l'adaptation à l'effort, donc plus le sportif est entraîné, plus il a cette capacité d'aller libérer les graisses pour justement épargner les sucres. Donc de rouler vite tout en continuant à consommer des graisses plutôt que des sucres. Parce que je pense que
c'est impossible de pouvoir rouler pendant 18 heures d'affilée en consommant uniquement des sucres. Oui, et puis même le corps ne va pas consommer que du sucre, parce que nous, on ne va pas pouvoir travailler avec une fréquence cardiaque très élevée, qui correspond entre 80 et 90% de la VO2 max, hein, Oui. parce que là, tu vas utiliser énormément de sucre, tu seras très vite à court de carburant. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on va descendre l'intensité, forcément pour durer. Hein. Et à partir de là, effectivement, on va libérer plus de graisse. Et ça veut dire qu'on doit aussi consommer non seulement des glucides à l'effort pour épargner ces réservoirs, mais également des protéines et des lipides. Alors, ce qui n'est pas nécessaire sur une course très courte, Oui. en dessous de 3 heures. Mais au-delà de 3 heures, 4 heures, 5 heures, on est obligé d'apporter aussi un peu de lipides et surtout de protéines. Donc là, on est évidemment dans le domaine du Tour des Stations Ultimate, puisqu'on sera sur des journées, alors bon, journée, la maximum 24 heures. Certains voudront rouler 24 heures. Ouais. En ce qui me concerne, je pense que je vais me limiter à environ 18 heures. Ce qui est déjà Mais pas mal. voilà, effectivement, ça c'est l'objectif. Hein, donc Ouais. on verra ce qui se passe sur le terrain, parce Ouais, que ouais. c'est Mike Tyson qui disait on a tous un plan jusqu'à ce qu'on se prenne un premier uppercut Ben oui. du droit dans la figure. Hein, Voilà. donc, On doit tomber pour se relever, quoi. Hein, c'est voilà, juste, hein. voilà, absolument. Mais donc, consommer des lipides, des protéines pour Voilà. continuer Et principalement des à glucides. durer. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Parce Ouais. qu'après, il y a le Ouais. système digestif aussi. De nouveau, il ne faut pas s'alourdir. Hein. On appelle ça l'épargne digestive, c'est-à-dire pas trop de graisse non plus, pas trop de protéines, parce qu'elles, contrairement au sucre, elles demandent plus d'énergie pour pouvoir les brûler. Donc ça, c'est aussi un phénomène pourquoi on met plus de glucides à l'effort. Hein. Voilà. Donc c'est important, ça. Maintenant, une question vraiment concrète qui me vient à l'esprit, c'est que on part sur le parcours, on a ces fameuses Reboost Stations qui nous permettront de retrouver nos bars, nos gels en route. On pourra même se restaurer, hein, puisque il y aura un repas chaud qui sera servi, donc il y aura toutes sortes de choses. Mais on va passer quand même entre 6, 10 heures, peut-être même plus, selon son allure, seul sur la route. Est-ce qu'on doit partir avec les poches et les sacoches pleines de bars et de choses comme ça, ou est-ce qu'on doit se ravitailler en route? Je ne me rends pas compte en termes de volume. Combien de bars est-ce que ça représente de rouler 18 heures? J'ai l'impression que c'est énorme. Oui, alors après, bien entendu, il faut optimiser justement entre la nécessité de manger un certain nombre de calories et forcément le poids que représente celle-ci au travers des différents aliments. Voilà. Donc là, on va effectivement se servir ce que tout le monde fait d'habitude, c'est avec des produits spécifiques, que ce soit des barres, hein, donc concentrées en énergie, où elles contiendront un tout petit peu forcément des glucides, des protéines et des lipides aussi. Sur cette distance-là, c'est recommandé. Hein. Et puis surtout, alors, de travailler aussi avec des aliments. Si tu t'arrêtes dans une station, je dirais qu'il faudrait quand même éviter, par exemple, le pain avec gluten. Même que ce n'est pas toujours évident, parce qu'ils n'ont pas toujours du pain sans gluten, parce qu'il faut savoir que la protéine de blé, qui est le gluten, est une protéine inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle va risquer d'augmenter ou de diminuer, d'augmenter l'acidité, qui est déjà exacerbée pendant l'activité physique. Tandis que là, il faudra travailler avec des gels, avec effectivement des barres ou bien des fruits comme des bananes ou des choses comme ça qui sont faciles à absorber. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on va s'arrêter dans des stations-service, on va s'arrêter dans des boulangeries, dans des épiceries Voilà, de villages. Ouais. Mais qu'est-ce que tu préconiserais? Personnellement, mon expérience, qui contredit immédiatement ce que tu viens de dire, mais je suis là pour apprendre, c'est que quand je m'arrête, moi j'aime m'acheter un sandwich. Parce que j'aurai des sucres, mais j'aurai aussi des graisses, j'aurai des protéines, et puis il y a un aspect aussi de goût, de Ouais, saveur. c'est C'est que gustatif, ouais. les bars sont certainement optimisés Ouais, de elles sont toutes les sucrées, manières, ouais. mais au bout de 6 ou 8 heures de manger des bars, j'en ai marre, quoi. Tout à fait, Et ouais. je dois trouver un moyen de continuer à manger en gérant ce dégoût, on va dire. Et voilà, pour moi, c'est le sandwich. Et puis le nec plus ultra, c'est quand je vais trouver un cornichon dans mon sandwich, parce que c'est là que je vais avoir cette saveur qui va venir. Alors, je suis sûr que c'est acide, que ça a tous les défauts. Maintenant, je pense qu'il y a cet aspect et aussi le fait qu'il faut tester. Hein. Oui, Je crois alors, que c'est ça. Hein. tu parles de l'aspect gustatif. Alors, il faut savoir que derrière l'aspect gustatif, il y a toujours une raison
que le corps en fait nécessite. Ok. Et là, effectivement, tu viens parler du sel. Dans ce que tu as cité là, il y a forcément du sel. D'accord. Vous savez que ton corps est en train de te dire, forcément, il faut remettre du sel dedans. Hein, et c'est là que toi, tu fais l'allusion au côté gustatif. Oui. Mais derrière cette notion consciente du côté gustatif, il y a une notion inconsciente dont le corps a besoin pour pouvoir effectivement garder de l'eau pour justement éviter la déshydratation. D'où Donc, l'intérêt du sandwich. Il faut s'écouter, Oui, mais toujours. après, il faut prendre la bonne décision. Ouais. Parce que tous les sels, toutes les solutions d'hydratation et autres ne sont pas égales. Non. J'ai une expérience à partager. Un jour, dans une épreuve d'ultra, j'ai été jusqu'à manger un burger au Roquefort. Ouais. Et ça, c'est pas passé. Ouais. Le Roquefort, je pense que c'était un peu trop pour mon organisme. Ah oui. Et puis, j'ai passé une journée terrible après. Ouais. Il y avait trop de graisse là. Voilà. Là, tu as fait des lourdeurs digestives parce que les Oui. sucres digestifs ne sont pas capables à l'effort d'être produits, c'est-à-dire les enzymes digestives. D'accord. C'est-à-dire que, comme on dit en bon français, le Roquefort est resté sur l'estomac. Oui, absolument, ça Par je contre, confirme. tu l'as C'était fait pas dans très agréable. une notion de nouveau de besoin de ramener du sel qui malheureusement avait tendance à descendre. Parce que si tu fais ce qu'on appelle de l'hyponatrémie, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du sucre, du sel dans le plasma, et ça veut dire que là, tu vas entraver effectivement la performance. Comment est-ce que je fais alors pour satisfaire ce besoin de sel de la manière la plus simple. efficace Alors, ou simple possible? Nous, personnellement, quand on suit des athlètes, effectivement, pour éviter cette expérience que tu as soulevée maintenant, hein, qui pourrait se terminer par un arrêt, ni plus ni moins de la compète. Absolument, j'en étais pas très loin d'ailleurs. Ouais. Donc là, il faut travailler avec des sels minéraux et surtout de l'eau de Quinton. Okay. C'est du plasma marin. Et là, effectivement, nous mettons ça dans la boisson du sportif parce que non seulement il y a une certaine quantité de sel, mais tous les minéraux nécessaires pour la performance aussi. Hein. Et puis surtout, alors, il y a une hydratation qui est optimale avec ce genre de produit. Donc ça, c'est des compléments très faciles à emporter avec soi puisqu'on doit quand même boire, en fait. Mm-hmm. Absolument. Et justement, parlons peut-être d'hydratation maintenant. Là aussi, en termes de quantité, moi, quand je fais une grande journée de vélo, j'essaye de boire, mais je sais que je finirai quand même plus ou moins déshydraté. Comment est-ce qu'on fait pour boire suffisamment pendant cet effort et surtout d'être capable de le répéter encore le lendemain? Parce que si je fais un effort d'un jour, bon, si le lendemain j'ai un peu mal aux jambes, je sens que je suis déshydraté. De nouveau, hein, on a ce feeling. Oui, hein, c'est instinctif, ça. Voilà, de toute façon, je suis devant mon ordinateur, je passe ma journée dans mon bureau, donc ça va. Mais là, le bureau, ce sera le Soesten, ce sera le Goethard, ce sera le Nufnen, etc. Donc il faudra être prêt. Comment on fait pour savoir combien de liquide il faut ingérer et qu'est-ce que ça représente? Tu as soulevé tout à l'heure le côté instinctif. Moi, je suis assez branché là-dessus, hein, parce qu'encore une fois, on n'est pas à la place effectivement du sportif. Hein. Lui, il a un instinct forcément qui va l'amener à... Pour autant qu'il ne soit pas dans des dogmes de nouveau, hein, parce que le problème, c'est les dogmes. Oui. On croit qu'il y a des croyances qui ont été instaurées faussement, malheureusement, par rapport à son ressenti. Donc je dis toujours aux sportifs, d'abord, c'est votre ressenti. Okay. C'est vous qui avez raison. Indépendamment du nutritionniste dans les orientations qu'il va vous diriger. Hein. Après, effectivement, il faut anticiper, il ne faut pas attendre qu'on ait soif, parce qu'on sait qu'on a déjà perdu 20 à 30% de ses performances une fois la soif présente. Hein. Okay. Donc là, on va effectivement de nouveau anticiper par une boisson, disons, ajustée avec des sels minéraux. Et puis on préconise, ça dépend aussi de l'environnement, s'il fait chaud, froid, l'hygrométrie et tout, plus ou moins toutes les 10 minutes à peu près 2 décilitres. Okay. Voilà, de ce type de boisson, disons, minéralisée. Hein. Okay. Voilà. 2 décilitres toutes les 10 minutes, moyenne, donc ça veut dire 1,2 litres à l'heure. Donc on est à plus qu'un gros bidon, un grand bidon. Oui, mais c'est important qu'elle soit minéralisée parce que sinon tu vas nous risquer de te confronter à une hyponatrémie. Donc ça veut dire ne pas simplement remplir sa gourde à une fontaine. Quoi. Il faut mettre quelque chose dedans là, avec des sels minéraux, des choses comme ça. Oui, parce que la dilution, elle sera tellement telle que le plasma, lui, il va avoir une chute du sel, du sodium, et là, c'est fini. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que le fait de trop boire, comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Oui. Donc là aussi, on revient dans une proportion gardée aussi par rapport à la quantité du liquide et surtout le type de liquide. C'est très important, ça.
Donc je pense que d'un point de vue purement concret, il faut partir en tout cas avec 2 porte-bidons, 2 grands bidons. Donc comme ça, on a au moins 1,5 litre sur soi en permanence. Oui. Et puis heureusement, en Suisse, on a la possibilité de se ravitailler un peu partout. De l'eau qu'on complémentera peut-être avec des choses qu'on a prises avec soi, Exact, ou alors dans des épiceries. Ça veut aussi dire que dès la fin de l'effort, dans cette courte période de récupération qu'on s'accordera pendant cet événement, il faut aussi avoir des stratégies. Moi, je pense que c'est très important d'avoir une bonne routine pour pouvoir ingérer les bons aliments, Déjà de savoir les ce bonnes qui te boissons. convient. Donc ça veut dire, j'imagine, que dès qu'on s'arrête, il faut tout de suite manger, Direct, il faut tout de suite boire. Comme si tu arrêtais ton activité physique, on dit que c'est dans la demi-heure qu'on recharge le glycogène. C'est-à-dire qu'on accélère la recharge du glycogène musculaire et hépatique, disons dans la demi-heure qui suit l'arrêt de l'effort. D'accord. Donc là, tu peux aussi partir du même principe que même que tu fais ça en plusieurs étapes, il faudra faire exactement la même chose. Plus tu recharges vite, plus ton glycogène se refera aussi rapidement. Ça, c'est vraiment un critère important. Ouais. Et je peux m'imaginer aussi dès le réveil, entre le moment où on se réveille et le moment où on repart sur le vélo, il faut aussi manger, boire. Voilà. Parce que Mais de nouveau, pas faire l'erreur de manger que du sucre. De nouveau, juste avant l'effort, puisqu'on n'est pas encore parti, même qu'effectivement, lorsque tu es en pleine course, ça c'est quand même une course spécifique qui dure sur plusieurs jours, que le sucre, disons, même si tu le consommes dans une plus grosse quantité que si tu faisais qu'une seule course, tu auras quand même une capacité à mieux l'assimiler. Donc, de faire bouger la glycémie, en fait, avec une hypoglycémie réactionnelle à la clé. D'accord. Mais encore une fois, je reviens toujours sur le fait il faut tester avant. Il faut tester. Il faut garder 1 mois pour dire voilà, je fais mes tests. Et le jour J, comme ça, tu es sûr que la méthode utilisée, ce sera vraiment la plus bénéfique. Ce sera la bonne, pas parce que c'est écrit dans un livre, mais parce que je l'ai testé et que je sais qu'elle marche, que je sais qu'elle marche. C'est là tout l'art de la nutrition, c'est d'individualiser l'apport, en fait. Très important. Ouais. Avant d'arriver à la conclusion, j'ai encore une question vraiment très concrète par rapport à mon expérience. C'est que très souvent encore, je me retrouve dans des longues journées de vélo ou dans des voyages de bikepacking où je vais passer entre 10 et 18 heures sur ma selle à avancer. Même si j'essaye de bien manger et de bien boire, j'ai ces coups de barre. Ce n'est pas des hypoglycémies sévères, des trucs où je vois tout blanc et puis je tremble, etc. Mais c'est ces sentiments d'apathie, de manque d'énergie. Et j'ai l'impression que de manger 1 barre, 2 barres, de boire, ça ne va pas suffire pour me remettre à niveau. Alors, bien sûr, il faut éviter de se retrouver dans cette situation. Ça, c'est la stratégie avant. Mais quand on se retrouve comme ça, quel serait le moyen pour essayer de récupérer? Parce qu'une fois qu'on a récupéré, la vie est belle. On est au bord de l'abandon, mais une fois qu'on a réussi à remonter et remplir le réservoir, recharger les batteries. Mais on perd du temps. On perd du temps. Mais qu'est-ce qui serait la recette un peu pour éviter, ou pour gérer ces situations? Donc, ce que tu soulèves là, Alain, c'est simple, que tout sportif d'endurance connaît, que ce soit dans un marathon ou n'importe quoi comme activité physique de plus de 3 heures, c'est ce fameux mur. Tout le monde connaît le fameux mur, où là on voit tout noir et pas tout blanc, mais tout noir, c'est le store qui tombe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une hypoglycémie qui se met en place, même qu'elle n'est pas sévère, mais elle est suffisante pour pouvoir provoquer ce genre de lenteur et puis de diminution de la performance. Ensuite, il y a effectivement le système nerveux qui déprime aussi, parce que les neurotransmetteurs, qui sont des molécules chimiques dans le cerveau, en fait, il y a une augmentation d'une substance qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, en fait, c'est celle qui favorise le sommeil. Vous savez que sur le système nerveux, ça va le diminuer. Donc c'est ça, cette apathie, tout à coup. Et ceux qui tombent sur ce fameux mur dans le marathon, c'est généralement au 30e kilomètre, qui correspond plus ou moins dans ces heures-là, que tu m'as cité, c'est-à-dire que là, il y a une augmentation intempestive de cette substance-là, qui est l'équivalent du frein dans une bagnole, que tout d'un coup, ça monte dans le cerveau un max. Voilà. Et ça, c'est le problème, effectivement, lié à la vidange, effectivement, des réserves glycogéniques, que ce soit hépatiques et musculaires. Alors, sur un marathon, on va vouloir continuer, parce que, un marathon, c'est très très long, mais
c'est pas, disons, on n'est pas dans les durées du tour des stations. Ben ouais. Là, quand on est confronté à ça, il faudrait s'arrêter et puis manger une pizza. Oui, alors, ou, dans un type d'activité physique comme cette course-là, oui, tu peux le faire, contrairement à un marathon. Oui, là, c'est c'est fini. ça. Hein. Là, tu as perdu la course. Ouais. C'est terminé. Tu n'as plus le temps pour Tu pouvoir rampes rattraper. jusqu'à l'arrivée. C'est Et fini. puis voilà, ouais. quoi. Et quand tu peux encore le faire. Ouais. Ouais. Certains, ils s'arrêtent là. Hein. Donc, comme c'est une course où, effectivement, il y a plus de temps, tu as une marge de manœuvre quand même qui est plus importante pour t'arrêter. Voilà. Mais il faut vraiment s'arrêter sur le moment. Il ne faut pas essayer de continuer parce que là, tu ne te relèves plus. Hein. Et c'est ça l'erreur. Hein. Ouais, Personnellement, je me suis retrouvé dans ces périodes de plusieurs heures où j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Alors là, il faut plus réfléchir, il faut s'arrêter direct et il faut recharger au max. Et là, ce n'est pas une barre. Hein. Là, il faut mettre du sucre très rapide parce que dans une barre, du moment où il y a protéines, glucides, lipides, tu n'as plus la même capacité d'absorption du glucose. Il faut que ce soit du glucose pur. Alors là, il faudra prendre du gel ou des dattes. Un coca, voilà. des choses comme Alors, ça. Coca, oui et non, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'acidité. Ça, c'est une chose, mais il y a surtout en fait du CO2. Donc, il va forcément augmenter l'acidité, mais il y a des gaz aussi. Okay. Et ça peut faire de l'aérophagie. On a parlé de l'avant, on a parlé du pendant. Maintenant, il y a un autre aspect auquel peu pensent, c'est l'après. Enfin, pour moi, l'après, c'est, je vois à l'arrivée au Chable, la pizza et la bière. Est-ce que c'est comme ça qu'un nutritionniste voit l'après-effort? Alors en tout cas pour ma part oui, parce qu'en fait il n'y a pas que la notion encore une fois physiologique qu'il faille contenter, il y a déjà la récompense. Quand on a fini un effort, hein, c'est comme un match de foot qu'on ait gagné ou perdu, c'est la bière. Donc déjà là sur le côté physiologique, elle est basifiante, ce qui est bien. Je préciserai peut-être que sans trop exagérer avec l'alcool, hein, contenu dans une bière. Bière sans alcool serait le top de top, mais ça, ce n'est pas vraiment une nécessité. Puis après, le côté pizza, ben, là, il y a le côté de nouveau salé qui revient. Tu vois, on revient toujours avec cette notion toujours d'amener du sel pour pouvoir rétentionner de l'eau dans nos cellules. Okay. C'est important. Donc finalement, pizza et bière, c'est une assez bonne alors, équilibre acido-basique, on pourrait dire équilibre acido-basique. Voilà, ouais. Alors, ce n'est pas le top de top, mais sur le premier repas, oui. D'accord. Après, c'est les repas qui vont suivre dans les jours qui vont suivre. Là, on va effectivement s'assurer d'un apport hydrique, de nouveau une certaine quantité de protéines, de glucides pour restaurer les réserves que nous avons perdues et de lipides pour reconstituer les membranes des cellules. Okay. Voilà, c'est surtout, mais ce n'est pas le premier repas après qui est important. Hein. D'accord. C'est surtout les repas qui vont suivre. Pizza et bière. Voilà, parfait. On peut rester là-dessus. Ouais. Didier, merci beaucoup pour ces éclairages très très intéressants. Moi, j'en ai beaucoup appris. Je vais pouvoir appliquer beaucoup de choses dont on a discuté aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent approfondir, ils peuvent venir te voir dans ta clinique Zone Vitale. Ou à distance, hein, parce qu'on a aussi cette chance de consulter à distance. Absolument. Aussi, hein, parce que comme ça évite les déplacements aussi. Ouais. Et donc, les coordonnées de Didier se trouvent en commentaire sous cette vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui participent au Tour des Stations Ultimate sur la ligne de départ. Je me réjouis de vous voir. Et puis, pour tous les autres, rendez-vous sur cycliste.ch où on assurera le suivi en direct de cet événement et on se réjouit de faire ça avec vous. Voilà, bonne course à tous et à toutes. Merci.